Bonjour, cette séance d'aujourd'hui, donc on est le mercredi 19 mars 2014. On va aborder aujourd'hui les problèmes d'ordonnancement. Et j'avais promis de faire cette vidéo, ça fait pas mal de temps, parce que c'est un sujet qui concerne principalement les étudiants donc préparant le DCG. Bien entendu, cette vidéo peut effectivement concerner d'autres publics. Alors aujourd'hui, on va aborder les problèmes d'ordonnancement au travers de deux thèmes. Donc je vais aborder donc la méthode MPM, donc la méthode MPM qui est la méthode donc française, donc la méthode des potentiels METRA. Et très rapidement, je vais enchaîner sur la méthode américaine qu'on appellera la méthode PERT ou tout simplement le réseau PERT, Program Evaluation Research Task. Personnellement, j'ai une préférence pour la méthode française qui est beaucoup plus facile à manipuler. On verra après pour la méthode PERT, nous avons des petites difficultés avec ce qu'on appelle la création de tâches fictives. Alors, souvent pour présenter ce cours, je pourrais, comme je suis sur Internet, sur une vidéo, je pourrais faire les choses normalement, puisque la vidéo, vous pouvez la prendre et aller tout au bout de la chaîne pour trouver le rendu final. Donc, je fais comme je fais d'habitude en classe. Je vais donc, dans une première étape, expliquer ce qu'on appelle, ce qu'est un graphe, ce qu'est donc un réseau MPM. Alors, imaginez que vous soyez responsable d'un projet relativement important. Donc, un projet relativement important. Bien sûr, ce projet-là, vous allez faire quoi? Vous allez prendre une bonne feuille de papier. Vous allez essayer de coucher toutes les tâches envisageables. Admettons que vous êtes, je ne sais pas, un promoteur immobilier et que vous décidez de construire ce qu'on appelle, je ne sais pas, des immeubles ou un immeuble. Donc vous allez, dans une première étape, essayer d'énumérer, je dirais de manière vraiment exhaustive, toutes les tâches que vous allez effectivement réaliser pour achever ce projet. Alors dans le cas d'un projet immobilier par exemple, on peut penser à plusieurs tâches. Alors le problème c'est que je n'ai pas à me soucier de la chronologie. C'est-à-dire, je vais par exemple dire, tiens, première chose à faire, c'est trouver un terrain. Bon, trouver un terrain, trouver un cabinet d'architecte, trouver une entreprise de démolition, trouver une entreprise de terrassement, trouver une équipe de peintres, trouver une équipe d'électriciens. Ensuite, je vais réaliser mon projet, je vais commencer à faire les fondations. Une fois que j'ai creusé, je fais les fondations, etc. Je coule ma première dalle, etc., etc. Donc vous avez vu, on peut comme ça énumérer plusieurs tâches. Alors ce qu'on va faire, ces tâches-là, on va les codifier. Alors, par exemple, la tâche qui consiste à trouver un terrain, je l'appellerai la tâche A. La tâche qui consiste par exemple à faire des peintures, j'exagère un petit peu, à faire des peintures, autrement dit l'immeuble est terminé, je peux l'appeler la tâche B. Ça ne veut pas dire que forcément, la tâche E, ça peut être par exemple trouver un cabinet d'architecte. Mais rien ne dit que la tâche E ne vient pas après la tâche A. Autrement dit, j'énumère ces tâches sans me soucier de l'ordre dans lequel elles vont intervenir. Donc, j'énumère ces tâches. Donc, tâche A, tâche B, tâche C, tâche D, tâche E, etc., etc. Et donc, à chaque tâche, je vais associer donc une durée. Donc la tâche A va durer 10 jours, la tâche B va durer 25 jours, la tâche C va durer 1 mois, la tâche D va durer 3 jours, etc., etc. Et je vais donc construire ce qu'on appelle un dictionnaire des données. Donc j'aurai toutes mes tâches d'un côté et j'aurai toutes les durées de l'autre.
Alors ouais, déjà ça se complique un petit peu parce que comment je fais pour... donc une fois que j'ai énuméré tout ça, donc ce projet-là va durer combien de temps? 1 mois, 2 ans, 6 mois, voilà. Comment je fais pour évaluer la durée de ce projet? Donc ça c'est la première question. Tout ça parce que forcément, qui dit évaluation de la durée, ça vous permettra effectivement d'essayer d'évaluer le coût. Parce qu'au travers de n'importe quel projet, il y a toujours sous-jacent un coût qu'il faut essayer de limiter au minimum. Ensuite, va se poser la question, le fait d'avoir une tâche B et une tâche C. Vous avez d'un côté, vous avez l'électricien qui travaille au deuxième, il va mettre, je ne sais pas moi, il va mettre 10 jours pour faire le deuxième, mais vous pouvez bien sûr avoir la tâche F qui va s'exécuter au même moment. C'est-à-dire que vous pouvez avoir le plombier qui travaille au premier. Voilà, donc la durée totale, ce n'est pas la somme des deux durées. Pourquoi? Parce que c'est des tâches qui se déroulent, je dirais, au même moment. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut apprécier. Bon, le final, on finira toujours par ce qu'on appelle un projet. Alors ce que je vous propose, c'est de vous indiquer par exemple ici le rendu. Donc ici j'ai mon début de projet. Et là j'ai le début du projet. Bon, j'expliquerai ça après pour les valeurs que l'on met ici et ici. Donc là, admettons que j'ai la tâche A. Là, délibérément, je n'aurai pas forcément la tâche B. Je peux avoir la tâche E. Vous voyez? Je peux avoir la tâche E. Donc là, je vais avoir la tâche C. Là, je vais avoir par exemple la tâche pourquoi pas D. Là, je vais avoir la tâche B. Et bien sûr, ici, je vais arrêter le projet. Et là, j'aurai ce qu'on appelle la fin du projet. Fin du projet. D'accord? Alors, je ne sais pas si on voit tout le diagramme. Donc, ce que j'ai représenté ici, c'est tout simplement ce qu'on appelle un réseau MPM. Hein? C'est la méthode française, donc la méthode des potentiels métra. Alors, ici, j'ai mis, donc ici, vous avez comment ça se lit, comment ce graphe se lit. Il se lit comme ça. Pour réaliser la tâche D, d'accord? Pour réaliser la tâche D, il faut que la tâche E soit terminée. Autrement dit, la tâche D ne peut débuter qu'à condition que la tâche E soit terminée. Ici, vous remarquez quoi? La tâche C ne peut débuter que si la tâche A et la tâche E sont achevées. Alors ici, j'ai mis deux petites rubriques comme ceci. Donc on va se placer là. Je mets des valeurs. Là, je mets, quand j'écris ici 2, j'écris ici 5, donc là j'écris ici 5, là j'écris ici, admettons, je ne sais pas, 3, là j'écris 8, et là j'écris 1. Ce que j'ai indiqué, donc ça ce sont mes arcs. Et le nombre que vous voyez au-dessus, c'est tout simplement la durée de la tâche. Autrement dit, je lis quoi ici? La tâche E a une durée de 5 jours. La tâche D a une durée de 8 jours. La tâche B a une durée de 1 jour. Alors maintenant, on va essayer de calculer ce qu'on appelle la durée du projet. Donc ici, regardez bien dans ce tableau-là, vous avez 2 cases. En réalité, je pourrais en mettre 4. Je mettrai les 2 autres plus tard. Enfin, si j'y pense. Donc là, vous avez une tâche que j'appellerai la tâche I. Ici, vous avez la date de début au plus tôt de la tâche I. Et ici,
vous avez la date de début au plus tard de la tâche I. Date de début au plus tôt, date de début au plus tard. Donc début au plus tôt, début au plus tard. Donc début. Et après, si je rajoute deux autres cases plus bas, ça va être la date de fin au plus tôt. Et ici, date de fin au plus tard. Donc je reste avec ces deux rubriques. Donc ici, forcément, le projet peut débuter tout de suite. Regardez bien. Pour que la tâche D soit terminée, pour que la tâche D puisse débuter, il faut que la tâche E soit terminée. Donc la tâche D ne peut débuter qu'au plus tôt dans 0 plus 5, c'est-à-dire dans 5 jours. Ah oui, si vous faites débuter la tâche D à l'époque 4, ça ne va pas puisque la tâche E est toujours en cours de réalisation. Ok, alors maintenant regardez bien ici, j'ai une double condition pour la tâche C. Pour que la tâche C débute, pour que la tâche C puisse commencer, il faut impérativement que la tâche A et la tâche E soient toutes les deux terminées. Et donc vous allez prendre quoi pour trouver la date de début au plus tôt de la tâche C? Vous dites, pour que la tâche C soit débute, il faut que la tâche A soit terminée. La tâche A peut débuter tout de suite. Sa durée est de 2. Donc la tâche C peut débuter dans 2 jours. Mais attention, la tâche E doit être terminée. Elle peut débuter tout de suite. Sa durée est de 5 jours. Donc la tâche C peut débuter dans 5 jours. Est-ce que la tâche C va débuter dans 2 jours ou dans 5 jours? Il est clair que dans ce cas-là, je prends le maximum de ces deux valeurs. Donc la tâche C peut débuter au plus tôt dans 5 jours. Autrement dit, la tâche C et la tâche D vont débuter exactement au même moment. Maintenant, la tâche B peut débuter au plus tôt dans 8 jours. Pourquoi? Parce que 5 plus la durée de la tâche C, qui est de 3 jours, 5 plus 3, ça fait 8. Ensuite, la tâche D, donc le projet ici, parce que là je suis en fin de projet. Le projet, donc sa date de fin au plus tôt, c'est soit 3 plus 1, soit 5 plus 8. Il est clair que la date de fin au plus tôt du projet, c'est lorsque la tâche qui a la plus grande durée, donc ici on fait quoi? On prend le maximum des deux, 5 plus 8, 5 plus 3, 8 plus 1, et donc la fin du projet, la durée du projet est de 13 jours. Quoi qu'il arrive, vous ne pourrez jamais, compte tenu des indications que j'ai, le projet aura une durée minimale de combien? De 13 jours. Autrement dit, pourquoi je dis minimal? Parce que pour 36 raisons, on verra s'il y a des aléas de retard, etc. Si la tâche A est retardée, la tâche D est retardée, ça peut avoir des incidences sur le projet entier. Ok, alors maintenant, comment je vais remplir ma deuxième case? C'est-à-dire la date de début au plus tôt, donc ici la date de début au plus tard. La date de début au plus tard, c'est très facile. Vous partez, donc ici vous repartez avec cette valeur-là, et cette fois-ci vous allez en remontant. Donc dans ce sens, lorsque vous avez deux valeurs qui arrivent comme ceci, vous prenez le maximum des deux. Le maximum des deux valeurs. Par exemple ici, vous faites 0 plus 2, ça fait 2. Vous faites 0 plus 5, ça fait 5. Vous avez compris, j'ai pris 5. Ici, vous faites 8 plus 1, ça fait 9. Vous faites 5 plus 8, ça fait 13. Je prends le maximum des deux valeurs et j'ai bien obtenu 13. Ok?
Alors là, je bouge un petit peu parce que je ne sais pas si je suis dans le champ de la caméra, je ne sais pas si tout ça parce que malheureusement je le fais en solitaire, je n'ai pas j'ai pas les moyens d'avoir quelqu'un qui effectivement prend la bonne vue. Donc j'essaie de faire les choses de façon en même temps que ça soit très très lisible. Alors voilà comment on va déterminer la date de début au plus tard. Je fais cette fois-ci 13 moins 1, je remonte. 13 moins 1, ça fait 12. Ça veut dire que la tâche B peut débuter au plus tôt dans 8 jours, mais elle peut débuter, logique, au plus tard dans 12 jours. Et si elle débute au plus tard dans 12 jours, elle finira au plus tard dans 13, il n'y a pas de problème. Donc là c'est pareil, je fais 13 moins 8, et ça me donne 5. Et donc là, on arrive à la date de début au plus tard de la tâche E. J'ai deux possibilités. I've got two choices. First choice. Le premier choix, c'est faire 5 moins 5 ou... Alors pardon, j'ai pas calculé ici. Je fais donc ici après pour la tâche C, c'est 12 moins 3, ça fait bien sûr 9. Donc la tâche C peut débuter au plus tard dans 9 jours. Maintenant pour la tâche E, je fais 5 moins 5, ça fait 0. Et je fais 9 moins 5 et ça fait 4. Et je prends le minimum des deux valeurs. Donc encore une fois, quand vous allez dans le sens positif, vous prenez le maximum et quand vous remontez pour trouver la date de début au plus tard, vous prenez le minimum. Donc 5 moins 5, 0. 9 moins 5, 4. Je prends effectivement 0. Et enfin, 9 moins 2, ça fait tout simplement 7. 9 moins 2, ça fait 7. Très bien. Alors maintenant, je vous laisse un petit peu regarder ce qui se passe. Vous remarquez que certaines tâches, d'accord, certaines tâches, ont des dates de début au plus tôt, d'accord, égales à la date de début au plus tard. Alors, ces tâches, quelles sont-elles? Est-ce que vous êtes d'accord que la tâche E a une date de début au plus tôt égale à la date de début au plus tard? Ça, c'est la tâche E. La tâche C a une... la tâche D, la tâche D a une date de début au plus tôt égale à la date de début au plus tard. Et enfin, vous avez ici la fin du projet. Ces tâches-là, elles portent un nom. On les appelle des tâches critiques. Ces tâches portent un nom. On les appelle des tâches critiques. Donc je résume, une tâche est critique lorsque sa date de début au plus tôt est égale à sa date de début au plus tard. Date de début au plus tôt égale à sa date de début au plus tard. Ça veut dire que la tâche A n'est pas une tâche critique. La tâche C n'est pas critique. La tâche B non plus. Il faut savoir que ce qu'on appelle en anglais the critical path, c'est-à-dire le chemin critique. Le chemin critique est tout simplement composé de toutes les tâches dont la date de début au plus tôt est égale à la date de début au plus tard. Donc dans ce graphe-là, le chemin critique, c'est quel chemin? C'est E, D. Là, j'ai pris un exemple très simple. Le chemin critique, c'est le chemin ED. Autrement dit, les tâches critiques sont les tâches E et D. Alors pourquoi il est très important de matérialiser le chemin critique? Lorsque le projet est très important, lorsque le projet est très vaste, vous avez forcément des contraintes de temps. Et vous savez très bien que lorsqu'un projet prend du retard, ça a une incidence sur le coût final du projet. Donc lorsque vous réalisez un projet, il faut surtout s'assurer qu'aucun retard ne peut être pris.
Donc vous, en tant que gestionnaire, en tant que responsable de ce projet, en tant que responsable, vous allez veiller à ce que les tâches qui composent le chemin critique, donc les tâches critiques, ne soient pas retardées. Pour vous dire ce que ça veut dire que si le projet, si la tâche E est retardée de 1 jour, tout le projet prend un retard de 1 jour. Si la tâche D est retardée de 2 jours, c'est tout le projet qui est retardé de 2 jours. Pourquoi? Parce que la tâche E et la tâche D sont des tâches critiques. D'accord? La tâche E et la tâche D sont des tâches critiques. Alors, ça veut dire tout simplement que la tâche A peut être retardée. Ça veut dire que la tâche C peut être retardée. La tâche B peut être retardée. Quand je dis retardée, elle peut prendre un certain retard. D'accord? Bien. Alors, on verra ça tout à l'heure. Alors, est-ce que j'ai un peu de place? Oui, j'ai un peu de place ici. Ici, lorsque vous avez ceci, alors, tâche I, tâche J. Là, c'est la tâche, la durée I. Là, c'est T, petit t de I, grand T de I. Petit t de I, de J, grand T de J. D'accord? Alors, il faut comprendre que la différence entre la date de début au plus tard et la date de début au plus tôt, d'accord? Cette différence-là, TI, grand TI moins petit TI, s'appelle la marge totale. Elle s'appelle la marge totale. Donc la marge totale, alors est-ce que je peux l'écrire ici? La marge totale, grand MT, marge totale, c'est la différence qui existe entre la date de début au plus tard. Alors, la marge totale, par exemple, de la tâche I, la marge totale de la tâche I, que je mets entre parenthèses, la marge totale de la tâche I, c'est la date, la différence entre la date de début au plus tard de la tâche I, moins la date de début au plus tôt de la tâche I. D'accord? Donc ça, c'est la marge totale. Maintenant, alors après on va expliquer l'utilité donc de la marge totale. Alors pour des raisons donc je vais essayer de poser un petit peu cette vidéo parce que il va falloir que je fasse un graphique juste à côté et pour que le schéma soit plus clair. Très bien, donc avant de continuer, j'aimerais quand même revenir sur la notion de marge totale, d'accord? Donc la marge totale, on a dit, c'est la différence entre la date de début au plus tard et la date de début au plus tôt d'une tâche. Prenons par exemple la tâche A. Est-ce que vous êtes d'accord que la marge totale de A est tout simplement égale à 7 moins 0, c'est-à-dire 7. La marge totale de C est égale à 9 moins 5, c'est-à-dire 4. La marge totale de B, elle est égale à 12 moins 8, c'est-à-dire combien? 4. La marge totale de D, 0. La marge totale de E
est 0. C'est normal parce que E et D, c'est ce qu'on appelle des tâches comment critiques. Lorsqu'une tâche est critique, sa marge totale est nulle. Alors, quel est l'intérêt de la marge totale? D'accord? La marge totale, excusez-moi, pardon. La marge totale, il y a un peu de clim dans la salle. Alors, la marge totale, c'est quoi? C'est le retard que peut prendre une tâche, c'est le retard que peut prendre une tâche sans remettre en question les dates de début au plus tard, d'accord? Les dates de début au plus tard du commencement des tâches suivantes. Je répète, la marge totale et le retard que peut prendre une tâche, d'accord, sans remettre en question, d'accord, sans altérer la date de début au plus tard des tâches suivantes. Autrement dit, la tâche A une marge totale de 7 jours. A peut être retardée jusqu'à 7 jours sans que les dates de début au plus tard des tâches suivantes soient altérées. Autrement dit, sans que la durée du projet soit modifiée. Prenons un exemple ici numérique. Puisque la marge totale est de 7, admettons que A prenne un retard de 7 jours. Donc à 2 jours déjà existants, je rajoute 7 jours. Donc la tâche A aura finalement une durée de combien? De 9 jours. Donc je fais 0 plus 9, ça fait forcément 9. 0 plus 5, ça fait 5. Je prends le maximum des deux. Cette fois-ci, ce n'est plus 5. La date de début au plus tôt de la tâche C, c'est tout simplement 9. Maintenant, la tâche C a une durée de 3 jours. Donc 9 plus 3, ça fait bien 11. Et ici, la date de fin du projet, c'est 11 plus 1, 12, ou 5 plus 8, 13. Vous avez compris qu'on prend le maximum des deux, et ça fait 13. Et si vous remontez, vous voyez, 13 moins 1, ça fait 12, 12 moins 3, ça ne change pas les dates de fin au plus tard des tâches suivantes. Donc ça, c'est la marge totale. Maintenant, la marge libre. La marge libre, attention, c'est un peu plus délicat. La marge libre, c'est ceci, regardez bien. La marge libre, donc là je vais effacer ça, d'accord? La marge libre, c'est ça. Marge libre de la tâche I. Marge libre de la tâche I. Alors j'écris minimum, je vais expliquer après. C'est le minimum de quoi? Regardez bien. De la date de début au plus tôt de la tâche suivante. Donc ici la tâche J. Donc je fais quoi? TJ moins petit ti. Donc date de début au plus tôt de la tâche J, moins la date de début au plus tôt de la tâche I, moins la durée de la tâche que j'appellerai la tâche grand I. La durée de la tâche grand I. Pourquoi minimum? Ça veut dire tout simplement, par exemple, alors est-ce que je peux le visualiser ici pour la marge libre? Est-ce que j'ai un exemple ici? On peut le faire ici par exemple. Bon là il n'y a pas de problème, là non plus, donc j'ai pas ce cas de figure. Je vais essayer d'en rédiger un. Le problème c'est qu'avec ce tableau, j'ai pas envie d'effacer tout de suite. Et en même temps ça me pénalise. Est-ce que j'ai de la place ici? Je ne sais pas. Mais admettons que je me place là. Je me place là comme ça. Je ne sais pas si je peux. Donc là, j'ai une durée comme ça. J'ai une tâche comme ça. Vous voyez? Donc ici, j'ai une autre tâche comme ça.
et admettons que ces deux tâches-là ne soient pas des tâches critiques. Donc là j'ai la tâche A, là j'ai la tâche B, et là j'ai la tâche C. Admettons que là je ne sais pas, j'ai 3, là j'ai 4, 8, là j'ai forcément 3 aussi, là j'ai 5, donc 4 plus 3 ça fait 7. Et admettons que ici j'ai une autre tâche qui fasse comme ça, vous voyez, ici comme ça, la tâche E. Là j'ai par exemple la tâche E qui dure, je ne sais pas moi, qui a une durée de 6 jours. Donc là j'ai 5, là j'ai 8, donc là ça me fait pour C. J'ai le choix pour C, vous avez compris? J'ai le choix pour C, 5 et 6, 11, ou bien 4 plus 3, forcément je prends le maximum des deux, d'accord? Donc là, la date de début au plus tôt de B c'est 7, la date de début au plus tôt de C c'est 11. Admettons que je veuille calculer la marge libre de A. Regardez bien, je vais donc calculer, je ne sais pas si vous voyez vraiment le schéma, est-ce que vous voyez mon doigt? Oui. Donc je vais calculer la marge libre de A. Vous voyez? La marge libre de A, c'est pour ça que j'ai écrit minimum. Donc je vais écrire en dessous, marge libre de A. Encore une fois, ce A là, ce E n'ont rien à voir avec le graphique ici, hein, c'est un cas d'école. Donc la marge libre de A c'est quoi? J'écris minimum entre quoi et quoi? Regardez bien. Je calcule d'abord, regardez bien, je calcule d'abord, on est d'accord, c'est pour A. Donc je vais faire quoi? 7, vous voyez, 7 moins 4 moins 3. 7 moins 4 moins 3. Et je vais même exagérer ici. Je ne vais pas mettre un 4. Oui, je vais laisser le 4. Donc 7 moins 4 moins 3. J'écris 7 moins 4 moins 3. Donc ça, c'est la première valeur. 7 moins 4 moins 3. Et ici, j'ai le choix. Alors ici, ou 11, vous voyez, 11 moins 4 moins 3. Et bien entendu, je prends le minimum des deux valeurs. Là, ça me fait combien? 0. Et là, ça me fait 4. Donc, la marge libre, c'est bien sûr le minimum de ces deux valeurs. Hein? La marge libre, c'est le minimum de ces deux valeurs. OK? Donc, 11 moins 3, 11 moins 4, moins 3. 7 moins 4, moins 3. Je prends le minimum des deux. Alors, quelle est l'utilité de la marge libre? La marge libre, ce n'est pas tout à fait comme la marge totale. Donc, la marge libre, c'est quoi? La marge libre est le retard que peut prendre une tâche. D'accord? Donc, la marge libre de A, c'est combien la marge libre de A? On la calcule. La marge libre de A, vous voyez bien, c'est 5 moins 0 moins 2. Donc je répète, la marge libre de A, c'est 5 moins 0 moins 2. Donc ça fait 3. La marge libre de C, c'est quoi? C'est 8 moins 5 moins 3. Vous voyez bien que la marge libre de C, c'est 0. 8 moins 5, ça fait 3. Et 3 moins 3, ça fait 0. La marge libre de D, forcément la marge libre, comme c'est une tâche critique, la marge libre de D est nulle et la marge libre de E est nulle. Alors, j'ai interrompu mon explication précédente. Donc, la marge libre, c'est quoi? C'est le retard que peut prendre une tâche sans remettre en question la date de début au plus tôt des tâches suivantes. D'accord? Donc c'est le retard que peut prendre une tâche sans remettre en question la date de début au plus tôt des tâches suivantes. Très bien. Alors, ce que je vais faire, vous notez bien ce graphique-là, n'est-ce pas? Je vais maintenant vous expliquer
Oui, maintenant on va prendre, on a une vue globale. Alors maintenant la question est posée, comment ai-je obtenu ce graphique-là? Comment ai-je obtenu ce graphe MPM? D'accord? Donc je serai obligé d'effacer le petit tableau, donc notez-le sur votre feuille, notez bien les flèches, notez bien tout ça, d'accord? Parce que je vais effacer le tableau et je vais restituer le point de départ et on va démarrer avec ça pour essayer de construire ensemble ce qui est indiqué dans le graphe ci-après. Bon, tant pis, j'ai un petit peu de mal avec ce tableau. Je vais quand même le laisser parce que je trouve pour être un peu plus clair. Sinon, vous risquez d'être perdu. Alors, regardez bien. Ici, là, je vais constituer ce qu'on appelle un tableau avec, bien sûr, en listant toutes les conditions d'antériorité. Donc là, j'énumère mes tâches. En réalité, j'ai ma tâche A, j'ai ma tâche B, j'ai la tâche C, j'ai la tâche D et j'ai la tâche E. Est-ce que la tâche E est visible? Je ne sais même pas si on voit. Est-ce que la tâche E est visible? Je pense que oui. Donc la tâche E. Regardez bien. Ici, dans un tableau, vous avez les tâches antérieures. Je vais fixer toutes les antériorités. Hein. Je vais pas hésiter. Alors, avant A, qu'est-ce qu'il y a? Avant A, il n'y a rien. Donc, je mets un petit trait. Vous voyez, avant A, il n'y a rien. Avant B, regardez bien, je vais tout lister avant B. Comme ça, je vais vous montrer comment on simplifie un tableau. Donc, avant B, quelles sont les tâches qui sont antérieures à B? Redondantes ou pas? Ok? Donc, je dis, avant B, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A, C, E. Avant B, il y a le C, il y a le E et il y a le A. Donc, j'écris, avant B, il y a A, C, E. Ensuite, avant le C, qu'y a-t-il? Est-ce que vous êtes d'accord qu'avant la tâche C, il y a la tâche A et la tâche E? Avant la tâche C, il y a la tâche A et la tâche E. Avant la tâche D, il y a la tâche E. Et enfin, avant la tâche E, il n'y a rien du tout. Et à côté, j'écris mes durées. La durée de A, c'est 2 jours. La durée de B, c'est 1 jour. La durée de C, c'est 3 jours. La durée de D, c'est 8 jours. La durée de D, c'est 8 jours. Et enfin, la durée de E, vous voyez bien, c'est 5 jours. Voilà. En réalité, ce qui m'est donné au départ, c'est un tableau de cette nature. Le problème qui m'est posé maintenant, comment, à partir de ce tableau-là, je vais construire ce graphe? D'accord? Comment à partir de ce tableau? Quelles sont les étapes à suivre? Donc je fais ce graphique-là rapidement et on passera après peut-être à un exemple, je ne sais pas combien de temps, ça fait combien de temps, mais bon, la vidéo, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, hein, parce que sinon ça lasse les gens. C'est vrai que je ne sais pas faire des cours en 10 minutes, parce qu'en 10 minutes, je trouve qu'il y a... Bon, on ne peut pas faire les choses proprement. Bien sûr, je peux la décomposer en 10 parties. C'est ce que je faisais avant, lorsqu'on ne m'autorisait pas à excéder les 15 minutes, donc j'étais obligé quasiment de découper mes vidéos au maximum. Bon, c'est vrai que chercher une première partie, après chercher la deuxième, chercher la troisième, je préfère avoir un cours à peu près, on va dire presque complet. Encore une fois, ce cours-là, il intéresse principalement donc les élèves, les étudiants de DCG et bien sûr tous ceux qui font un peu de recherche opérationnelle et qui s'intéressent à des gestions de projet. D'accord? Alors donc je vais peut-être maintenant effacer tout ceci. Alors maintenant je vais pouvoir effacer mon graphique et recopier mon schéma au-dessus. Vous voyez, je n'ai plus de graphique. Je ne sais plus comment il est fait. On va essayer de construire ensemble. Alors, regardez bien maintenant. Je vais recopier ce tableau. Je vais le recopier un peu plus haut. Donc je me place ici. Alors regardez bien. Tâche.
A, B, C, D, E. Ici, pour le moment, j'écris mes tâches antérieures. Vous voyez? TA, tâche antérieure. Tâche antérieure à A, rien du tout, aucune. Tâche antérieure à B, ACE. Tâche antérieure à C, AE. Tâche antérieure à D, E. Tâche antérieure à E, rien. Là, je n'écris pas mes durées parce que j'en ai pas besoin pour le moment. Alors, comment je fais? Quelles sont les étapes à suivre pour tracer un graphique le plus propre possible? Éviter les croisements, éviter... Voilà. Donc, le faire le mieux possible. Attention, on part du principe qu'il n'y a pas 5 tâches, il n'y a pas 6 tâches, il peut y en avoir une quinzaine. On peut avoir des tâches antérieures, on peut avoir plusieurs tâches antérieures. Comment je construis mon graphe MPM? Première étape, il faut impérativement déterminer ce qu'on appelle, les... Alors, est-ce que je vais commencer? On va déterminer ce qu'on appelle les tâches immédiatement antérieures. Qu'est-ce que ça veut dire une tâche immédiatement antérieure? Regardez bien. Je vais prendre un schéma. Alors, je vais prendre un schéma. Donc, voilà les étapes que je vais faire. Hein. Donc, première étape, je vais déterminer les tâches immédiatement antérieures. Deuxième étape, je vais déterminer les niveaux. Et troisième étape, je vais tracer mon graphique. Donc, étape numéro 1, tâche immédiatement antérieure. Étape numéro 2, niveau. Étape numéro 3, tracer du graphe et après le remplir comme on l'a fait, date de début au plus tôt, date de début au plus tard, on fait la somme nanana, et puis on remonte pour trouver date de début au plus tard. Ok, alors, j'explique, parce que beaucoup occultent cette étape. Or, cette étape-là est vraiment très importante. C'est une étape qui est très importante dans la construction des graphes. C'est une étape qui est très importante dans la construction, que ce soit du MPM, que ce soit du PERT. Alors, je prends un exemple tout bête. Admettons que j'ai une tâche A qui est suivie... Alors, je vais faire plus haut. J'ai une tâche A qui est suivie d'une tâche B qui est suivie d'une tâche C. Et je vais m'arrêter là pour vous montrer l'utilité des tâches immédiatement antérieures. Si je fais mon tableau comme ici, vous avez compris, si je fais mon tableau comme ici, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire mes tâches, les tâches. J'ai A, j'ai B et j'ai C. Est-ce que c'est bon? J'ai A, j'ai B et j'ai C. Là, j'écris mes tâches antérieures. Là, je les liste toutes. D'accord? Je les liste toutes mes tâches antérieures. Avant A, qu'y a-t-il? Avant A, il n'y a rien. Donc, je mets un trait. Avant B, qu'y a-t-il? Avant B, qu'y a-t-il? Avant B, la tâche avant B, je ne dis pas immédiatement avant B. Toutes les tâches avant B, il n'y a que A. Et enfin, quelles sont les tâches avant C? Il y a A et B. Alors, vous avez compris que ici, il y a ce qu'on appelle une redondance. Est-ce que ce graphique-là, est-ce que ce tableau-là peut être simplifié? Ben, votre réponse, elle est immédiate. Est-ce que vous êtes d'accord que si j'écris ça, ça respecte bien les conditions? Vous voyez, j'ai éliminé le A. Est-ce que c'est clair? J'ai éliminé le A. Je répète. Si j'ai ce tableau-là, ou ce tableau-là, ces deux tableaux conduisent au même graphe. Ça veut dire que la tâche qui est là, la tâche A, on dit cette condition-là, elle est comment? Superflue. Alors comment on la fait ressortir? Regardez comment vous dites. Vous dites, faites un petit schéma comme ça, et vous dites, je m'intéresse que aux seules tâches qui ont pour tâche antérieure 2, 3, 4 tâches différentes. Donc ici, avant, là j'écris maintenant tâche immédiatement antérieure. Je dis, avant A, il n'y a rien, bon, bah forcément il n'y a rien.
Forcément, avant B, il n'y a pas 36 possibilités, il n'y a que A. Donc là, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il n'y a rien ou une tâche, forcément, ça fait le résultat. Maintenant, qu'en est-il lorsque j'ai plusieurs tâches? Alors, j'essaie de voir s'il n'y a pas de redondance. Donc là, j'ai réécrit ce que j'ai. Et voilà comment je dis. Je souligne la première tâche. Je dis A. Et je dis, avant A, regardez bien, attention, suivez-moi. Avant A, qu'y a-t-il? Et je lis, avant A, il n'y a rien. Donc, je mets rien. Je répète, vous dites, avant A, qu'y a-t-il? Avant A, il n'y a rien. Donc, je mets rien. Et je passe à la tâche suivante. Je dis, avant B, qu'y a-t-il? Et je lis, avant B, il y a A. J'écris A. Et je continue. Et je dis, avant A, qu'y a-t-il? Avant A, il n'y a rien. Et j'écris rien. Et maintenant, regardez bien. Vous allez comparer ce que vous avez ici. Toutes les tâches qui vont apparaître dans la liste sont des conditions, sont des tâches superflues qu'on peut éliminer. Donc vous avez compris que le A qui est là est apparu ici de nouveau, donc j'élimine A. Et que reste-t-il? Il ne reste que B. Autrement dit, les tâches immédiatement antérieures à A, c'est tout simplement rien du tout. AB, c'est forcément A. Et bien sûr, la tâche immédiatement antérieure à C, c'est simplement B. Bien, je vous propose de le faire pour notre cas. Alors, voilà ce que je vais faire. Donc, on a expliqué quoi? Alors là, maintenant j'écris mon processus pour trouver ici mes tâches immédiatement antérieures. Donc là où je n'ai rien, ça reste rien. Là, j'ai une seule lettre, je la recopie. Là, je n'ai rien, donc là, j'ai rien. Donc pour le moment, pas de souci. Là, bien sûr, j'ai 3 tâches. Là, j'ai 2 tâches. Essayons de voir s'il existe ou il n'existe pas de tâches que j'appelle de conditions superflues ou de tâches antérieures mais qui est redondante par rapport aux conditions déjà fixées. Prenons d'abord ACE. Avant A, qu'y a-t-il? Je lis avant A, il n'y a rien. Ensuite, je passe à C. Regardez bien. Avant C, qu'y a-t-il? Avant C, qu'y a-t-il? Il y a A et E. Je recopie A et E. Et avant E, qu'y a-t-il? Avant E, il n'y a rien. En réalité, je peux m'arrêter. Pourquoi je peux m'arrêter? Parce que si vous regardez bien, là j'ai ACE. J'ai 2 tâches que j'ai répétées, la tâche A et la tâche E. Comme il doit m'en rester au moins une, donc forcément, la tâche immédiatement antérieure à B, c'est A. Mais je vais quand même continuer. Et je dis, avant A, qu'y a-t-il? Avant A, il n'y a rien. Avant E, je continue, hein. Avant E, qu'y a-t-il? Avant E, il n'y a rien. Donc j'ai terminé. Et je regarde. J'ai au départ ACE. Quelles sont les tâches que j'ai répétées? J'ai répété la tâche A, j'ai répété la tâche E. Ça veut dire que la tâche A et la tâche E sont des tâches, des conditions d'antériorité superflues. Je les élimine. Que reste-t-il comme tâche immédiatement antérieure? Donc là, on a dit rien. Là, on a dit quoi? C. Alors maintenant, je m'intéresse à ça. Avant A, qu'y a-t-il? Regardez bien. Avant A, qu'y a-t-il? Rien. Avant E, qu'y a-t-il? Avant E, il n'y a rien. Avant E, il n'y a rien. Par conséquent, je n'ai répété ni A, ni E. Je garde et A et E. Et donc, les tâches immédiatement antérieures à A, à C, c'est bien A et E. Donc après, je recopie E et je recopie, voilà. Ça, c'est une étape très importante. Donc, première étape, déterminer les tâches immédiatement antérieures. Et on passe maintenant à la deuxième étape, qui est, je dirais, pour moi, elles sont de la même importance. La deuxième étape, c'est déterminer les niveaux. Déterminer les niveaux, autrement dit, quelles sont les tâches de début, quelles sont les tâches intermédiaires et quelles sont les tâches de fin. Alors, regardez bien, je vais vous expliquer, vous allez bien comprendre.
j'efface tout ça et je recopie ici, regardez bien, je recopie maintenant mes tâches immédiatement antérieures. Donc là, je recopie, cette fois-ci, ce n'est pas TA, mais TIA. Ouais, TIA, rien, C, AE, E et rien. Bien. Donc maintenant, je peux effacer tout ça. Alors, je vous explique comment on détermine les niveaux. Regardez, j'écris ici niveau. Niveau. Alors, un peu plus bas parce que j'aurai besoin de ça. Alors, je vais le faire proprement, comme ça vous serez... J'aime bien les choses, voilà, j'aime bien que tout soit clair. Donc là, voilà, comme ça, comme ça. Donc là, je vais écrire ici mes niveaux. Regardez, vous allez bien comprendre. Niveau, là, niveau. Niveau. Il est en toute logique, tout le monde voit, de façon intuitive, que les tâches de début, le projet ne débutera qu'avec les tâches qui n'ont aucune tâche avant, qui ne sont précédées d'aucune tâche. Donc tout le monde voit qu'avant A, il n'y a rien, avant E, il n'y a rien. Ça veut dire que mon projet va obligatoirement débuter avec A et E. Ça, ce sont mes tâches de niveau 1. Donc mes tâches de niveau 1, c'est ici A et E. Tâches de niveau 1. Regardez comment je fais maintenant. Bien sûr, mes tâches de dernier niveau, vous savez quelles sont-elles mes tâches de dernier niveau? Les tâches de dernier niveau, ce sont les tâches, d'accord, qui ne sont antérieures à aucune autre tâche. Les tâches de dernier niveau sont des tâches qui sont antérieures à aucune autre tâche. Est-ce que ici apparaît la lettre B? Vous voyez, elle n'apparaît pas. Autrement dit, je sais que le projet finira avec B, mais peu importe. On ne se préoccupe pas de savoir quel est le début, quelle est la fin. On calcule nos niveaux. Niveau 0, pardon, niveau 1 ou 0, peu importe. Niveau 1, ce sont toutes les tâches qui n'ont aucune tâche avant. Autrement dit, qui n'ont aucune tâche antérieure. Avant A, il n'y a rien. Avant E, il n'y a rien. La tâche de niveau 1, c'est les tâches de niveau 1, pardon, c'est les tâches A et E. Regardez comment je fais maintenant. Tout ce qui est A, tout ce qui est E, j'élimine. Et quand il n'y a rien, je mets un trait. Alors, je répète. Tout ce qui est A, ici, tout ce qui est E, j'élimine. Et quand il me reste rien, je mets un petit trait pour trouver les tâches de niveau 2. Alors, regardez bien, je commence. Là, il y avait un trait par précaution. Il y a un trait, je ne mets rien. Hein, pour gagner du temps. Là, il y a un trait, je ne mets rien. J'élimine tout ce qui est A et E. Est-ce que là, j'ai A et E? Non. Ben, je recopie C. Est-ce que là, j'ai A et E? Oui. J'élimine A. J'élimine E. Que reste-t-il? Ben, il ne reste rien. Une fois que j'ai éliminé A et E, il ne reste rien. J'élimine A. J'élimine E. Que reste-t-il ici? Rien. Et j'ai trouvé les tâches de niveau 2. Quelles sont les tâches de niveau 2? Je lis C, C et D. Ça, c'est les tâches de niveau 2. Vous avez compris? Tâches de niveau 2. Maintenant, j'élimine toutes les tâches de niveau 2. Et toutes les tâches qui vont rester, ce sera les tâches de niveau 3. Donc là, vous avez compris, le schéma est très simple. La seule tâche à éliminer, c'est C. Et donc ici, je mets un trait. Donc mon niveau 3, c'est quoi? C'est tout simplement la tâche B. Donc je répète. Étape numéro 1, first step. Déterminer les tâches immédiatement antérieures. Étape numéro 2, déterminer les niveaux. Regardez maintenant comment le graphe peut être tracé assez rapidement. Alors est-ce que j'ai de la place ici? Bon, là vous avez compris, je vais le faire de façon vraiment sommaire. Je lis niveau 1, A et E. Regardez bien, je mets A. Là je fais des petits cercles pour aller vite. A, et là je mets E. Vous voyez? Je peux mettre bien sûr E ici
Vous voyez, je peux tout à fait mettre E ici. Pourquoi pas? Voilà, je peux mettre ici E et je peux mettre ici A. C'est pas un problème. Le tout, c'est que A et E sont mes tâches de niveau A. Je place maintenant mes tâches de niveau 2. C'est là où interviennent les tâches immédiatement antérieures. Les tâches de niveau 2 sont C et D. Donc, C, je peux le mettre là, je peux le mettre là. D, je peux le mettre là, je peux le mettre là. Pour avoir un graphique le plus propre possible, essayons de choisir d'abord C. Pardon, je me place ici à E. D'accord? Je regarde C, la tâche C. Quelles sont les tâches, écoutez-moi bien, quelles sont les tâches immédiatement antérieures à C? Les tâches immédiatement antérieures à C sont A et E. Ça veut dire que mon C, je peux le mettre indifféremment. Je peux le mettre ici ou ici. Et donc je m'intéresse à la deuxième tâche, à la tâche D, et je regarde. Quelle est la tâche immédiatement antérieure à D? Je regarde, tâche immédiatement antérieure à D, c'est E. Mais comme la tâche E est ici, donc vous avez compris que j'ai intérêt à mettre ma tâche D ici. Et je sais qu'avant D, il y a E. Vous voyez, avant D, il y a E. Voilà, j'espère que vous avez compris. Donc je répète, je prends la tâche C. Avant C, il y a A et E. Je peux mettre C ici ou C ici. Mais encore une fois, j'ai dit qu'on veut éviter les croisements quand on peut. Ce n'est pas toujours possible, mais quand il est possible d'éviter les croisements, il faut le faire. Et c'est grâce aux tâches immédiatement antérieures que vous pouvez effectivement contourner cette difficulté. Donc je prends maintenant la tâche D et je regarde. Avant D, il y a E. Et bien, forcément, E est là, donc je place D ici. Et logiquement, regardez bien, là j'ai quelle tâche? J'ai la tâche C. Et qu'est-ce que dit le graphe? Avant C, il y a quoi? Il y a A, mais il y a aussi E. Voilà, vous avez tout compris. Vous voyez? Avant C, il y a A et E. Et je passe enfin à la dernière tâche. Qui est B. Mais je regarde. Quelles sont les tâches immédiatement avant B? Il n'y a que C. Donc je dirais par esthétique, je peux mettre la tâche B où je veux. Mais par esthétique, je vais mettre B par exemple comme ça. Voilà, ça c'est la tâche B. Ok, c'est la tâche B. Et donc ça, c'est le début du projet. D'accord? Et ça, bien entendu, c'est la fin du projet. Voilà le graphe MPM. D'accord? Et après, bien sûr, vous refaites vos petits carrés. Donc, vous refaites votre petit carré, etc. La seule chose que j'avais omis de dire tout à l'heure, c'est que lorsque vous avez donc un tableau comme celui-là, vous voyez, donc ici, vous prenez un tableau comme celui-là, admettons que là, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais on peut le faire rapidement ici. Donc, admettons que là, ce soit une durée comme ça. Et donc là, j'ai une tâche, je ne sais pas moi, une tâche I. Là, j'ai une tâche J, d'accord? Vous voyez? Donc là, c'est la durée de la tâche 5. Là, j'ai 2. Là, j'ai 8. Donc là, admettons, j'ai 4. Là, je dis n'importe quoi, j'ai 11. Je dis n'importe quoi. Donc ici, regardez bien. Ici, pour remplir cette case-là, une fois que vous avez rempli ça, vous faites, donc là, ça fait 7. Donc là, admettons que là, j'ai, donc 2 plus 5, ça fait 7. Admettons que là, j'ai 12. Donc là, j'ai, je ne sais pas moi, voilà, j'ai ça. Pardon, là, vous voyez, ce que je dis, c'est pas tout à fait ça. Voilà, 5 et 8. Ok. 5, c'est pas tout à fait ça. Bon, peu importe. Donc ici, les dates, ici, voilà, c'est mieux. Ici, ça c'est la, excusez-moi, ça c'est la date de début au plus tôt, n'est-ce pas? Date de début au plus tôt, ça c'est la date de début au plus tard. Si la durée de la tâche est de 5, donc la date de début, la date de fin, c'est la date de fin au plus tôt de la tâche I, c'est 2 plus 5, ça fait 7. Et la date de fin
au plus tard de la tâche I, c'est 8 plus 5, ça fait tout simplement 13. Ok? Voilà. Donc, mais en général, les deux dates ici suffisent. Date de début au plus tôt et date de début au plus tard. Ok? Alors, le problème c'est que je comptais faire un petit exercice, mais comme la vidéo est un peu longue, je voulais faire un exo un peu plus élaboré. Je vais quand même... ouais, ok, je vais voir. Très bien. Mon souci, c'est que je voulais vous montrer dans la foulée comment on construit cette fois-ci le réseau, donc rapidement le réseau PERT. Le réseau PERT, et pour vous montrer un petit peu les différences entre les deux, vous allez voir que quand même le réseau PERT, à mon sens, il est quand même plus... on le fait plus difficilement, tout ça parce qu'il y a un problème de tâches fictives. Je vais vous expliquer très rapidement. Donc là, j'ai totalement oublié les durées de tâches. Donc je mets des durées totalement fictives, hein. Donc on ne va pas retrouver les mêmes résultats que précédemment parce que j'ai malheureusement pas pris note, j'ai fait le cas directement. Donc là je prends des durées tout à fait quelconques, hein. La durée A, la tâche A elle dure 2 jours, la tâche B elle dure, je ne sais pas moi, 5 jours, la tâche C elle dure 4 jours, la tâche D elle dure 8 jours et la tâche E elle dure 1 jour. Voilà, très bien. On va donc construire le réseau PERT. Attention, les étapes indiquées précédemment, c'est-à-dire 1. Déterminer les tâches immédiatement antérieures, c'est pareil que pour les NPM. Les niveaux, même principe. Voilà comment on construit le réseau PERT. Cette fois-ci, vous allez bien sûr... Vous aurez cette fois-ci les tâches, elles sont plus comme tout à l'heure dans des petits carrés, elles seront portées par des arcs. Donc, elles seront portées par des arcs. Et nous aurons bien sûr des nœuds qui seront numérotés dans l'ordre, 1, 2, 3, 4. Donc ça, ce n'est pas vraiment important. Alors, ici, on va donc démarrer notre projet comme ceci. Donc ça, c'est le début. On va dire 0. Alors, les tâches de niveau 1 sont A et E. Donc, je trace un arc. Là, j'écris A et entre parenthèses, j'écris la durée de la tâche A. Je trace un arc et je écris la durée de la tâche E qui est égale à combien? Je l'ai fixé à 1 jour. Donc là, je trace des nœuds. Après, bien sûr, vous allez voir, je vais les éliminer au fur et à mesure. Donc là, je les numérote et peut-être que je vais changer. Alors, ensuite, le niveau 1, c'est C et D. Alors attention, regardez bien comment c'est compliqué. Le niveau 1, c'est C et D. Je regarde la tâche C. Avant la tâche C, il y a A et E. Avant la tâche, donc je dis niveau D. Avant la tâche D, il y a la tâche E. Donc là, j'aurai mon arc, d'accord? J'aurai mon arc qui va matérialiser la tâche D, qui a une durée de combien? De 8 jours. 3. Attention pour la tâche C, c'est là où il y a une petite complication. La tâche C, comme les tâches sont portées par des arcs, et qu'avant C, il y a A et E, il est très difficile d'avoir 2 arcs pour marquer l'antériorité. Regardez ce qui se passe. Ici, j'ai la tâche C, il n'y a pas de problème. J'ai la tâche C qui a une durée de 4 jours. Et vous voyez bien que avant la tâche C, il y a bien la tâche A. Avant la tâche C, il y a bien la tâche A. Mais si je regarde mon graphique ici, avant la tâche C, il y a aussi la tâche E. Et c'est là où je vais créer une tâche
voyez, la tâche E, elle est là. Regardez, les flèches, elles sont dans ce sens. Il faut bien orienter votre graphe. Avant la tâche C, il y a aussi la tâche E. La tâche E, elle est là. Je vais créer ce qu'on appelle une tâche fictive. Une tâche qui n'a aucune durée. C'est simplement pour marquer l'antériorité. En général, on a fait en pointillé. Et là, j'écris la tâche I. Et entre parenthèses, je mets 0. I0, ça veut dire que la tâche I n'a pas de durée. Elle sert simplement à marquer l'antériorité. C'est-à-dire avant C, il y a bien A et il y a bien E. Ensuite, j'ai la tâche B, qui est la tâche finissante. Alors regardez bien. La tâche B, avant B, qu'est-ce qu'il y a? Il y a C. Donc C est là. Il est normal que la tâche B soit comme ça. Vous voyez? La tâche B, elle est là. Vous voyez? La tâche B, elle est là. Et elle a pour une durée de combien? De 5. Mais attention, puisque c'est la fin du projet. Là, c'est la fin du projet. Donc là, vous avez compris, la tâche D qui est là, elle va directement ici, à la fin. Voilà. Tout ça, et voilà votre perte. Et donc là, vous mettez le fameux D8. Voilà. Alors maintenant, il faut bien comprendre ce que je vais mettre comme valeur ici. Donc là, pour le moment, je fais comme tout à l'heure. Donc là, je fais 0, je démarre à 0. D'accord? 0, donc là, 0. Je fais 0 plus 2, ça fait 2. Alors attention, regardez bien. C'est 0 plus 2, ça fait 2. Ou bien 0 plus 1, là, 1. Et là, je fais 1 plus 0. 1 plus 0 ou 2, quel est le maximum? On prend le maximum des deux. Donc ça fait 2. Si là, j'avais eu 6, j'aurais pris ici 6. Parce que cette durée-là, c'est 0. D'accord? Ensuite, 2 plus 4, ça fait 6. Ensuite, D plus 8, ça fait 9. Alors, j'ai le choix entre 6 plus 5, ça fait 11, ou 8 plus 1, ça fait 9. Je prends le maximum des deux et je mets 11. Et là, j'écris 11. Après, je vais vous expliquer comment ça se lit. On fait comme tout à l'heure. Je remonte. Je fais 11 moins 5. Ça fait 6. 11. Attention, j'ai deux possibilités ici. Très important. J'ai deux possibilités. Ou j'ai ce choix, ou j'ai ce choix. Donc, je vais d'abord aller dans ce sens. 6 moins 4. Ça fait 2. Regardez bien. Ici, j'ai le choix. 11 moins 8 ou 2 moins 0. Je prends le minimum des deux. Je répète, 11 moins 8 ou 2 moins 0. 11 moins 8, ça fait 3. 2 moins 0, ça fait 2. Alors là, j'énumère ces sommets. Sommet 1, alors sommet 1, sommet 2, sommet 3. Qu'est-ce que je lis ici? Là, je vais faire un petit schéma ici. Oui. Je vais faire un petit schéma ici. Et là, j'ai le sommet I. Et là, j'ai la tâche, la durée de la tâche. Là, j'ai le sommet IJ. Là, j'ai la durée de la tâche que j'appelle le A. Elle a une durée petit d. D'accord? Là, j'ai petit TI. Et là, j'ai grand TI. À quoi correspond petit TI? D'accord? Petit TI, c'est quoi? C'est la date. D'accord? Petit TI, c'est quoi? C'est la date de début au plus tôt. C'est la date de début au plus tôt de toutes les tâches partant du sommet E1. C'est la date de début au plus tôt de toutes les tâches partant du sommet EI. La valeur qui se trouve là, c'est la date de début au plus tard de toutes les tâches aboutissant à ce sommet. C'est la date de début au plus tard aboutissant à ce sommet. Et bien sûr, après, vous avez les marges, etc. C'est le même schéma que tout à l'heure. Voilà. Donc voilà un petit peu la difficulté avec le PERT. Encore une fois, personnellement, entre les deux méthodes, je préfère de loin la méthode, bien sûr, française, la méthode donc MPA. La méthode des potentiels métra. Ok? Bien. Alors, je ne sais pas, à vrai dire, j'ai aucune idée de l'heure, mais quand je regarde l'heure qu'il est, j'espère qu'il y aura assez de place pour la vidéo. Donc, je vous propose un autre cas, donc, puis après, on va s'arrêter. Ok? Alors, à tout de suite.
Très bien, donc là j'ai pris un cas et j'ai délibérément rajouté des tâches pour justement rendre l'étape de la détermination des tâches immédiatement antérieures. Donc regardez bien. Donc je vous laisse regarder le projet, vous avez A, B, C, D, E, F, G, H, I. Donc j'ai pas mis les durées, je les mettrai ensuite, d'accord? Je mettrai les durées ensuite. Et donc nous avons donc A, B, C, D, E, F, G, H, I. Par exemple la tâche H, avant H il y a A, E, I. Donc première étape, je vous propose de déterminer les tâches immédiatement antérieures. Donc là j'en ai listé pas mal, hein, exprès. Donc je vais les faire comme ceci. Regardez, je trace mes traits et je vous montre la démarche pour déterminer ce qu'on appelle les tâches immédiatement antérieures. Alors regardez bien. Je commence, alors bien sûr, je ne m'intéresse pas au cas où il y a une tâche ou rien. Donc là, il n'y a rien, il n'y a pas de problème, j'écris rien. Là, il y a une seule tâche, je ne fais rien. Je m'occupe de ça. Je dis, avant A, qu'y a-t-il? Avant A, il n'y a rien. Avant D, qu'y a-t-il? Avant D, il y a A. Ensuite, avant D, il y a A. Ensuite, avant B, qu'y a-t-il? Avant B, il y a D. Avant B, qu'y a-t-il? Il y a D. Avant H, qu'y a-t-il? Il y a A, E, I. J'ai déjà mis le A, d'accord? Je rajoute A, E, I. Et je continue. Je continue. Avant A, qu'y a-t-il? Avant A, il n'y a rien. Avant D, qu'y a-t-il? Avant D, il y a A. Avant E, qu'il y a-t-il? Avant E, qu'y a-t-il? Il y a A. J'ai déjà mis A. Avant I, qu'y a-t-il? Avant I, il y a ADE. Donc j'ai déjà mis le A et je mets DE. Et je continue. Enfin, c'est moi qui ai rajouté des tâches pour vraiment rendre la chose, voilà, pour pouvoir simplifier. Donc avant A, il n'y a rien. Avant D, qu'est-ce qu'il y a? Il y a A. Avant E, qu'y a-t-il? Il y a A. Et avant A, qu'y a-t-il? Il n'y a rien. Qu'est-ce que j'ai répété comme tâche? Est-ce que j'ai répété A? Oui. Est-ce que j'ai répété D? Oui. Est-ce que j'ai répété B? Non. Est-ce que j'ai répété H? Non. Donc que reste-t-il in fine? Il me reste simplement B et H comme tâches immédiatement antérieures. Donc la tâche immédiatement antérieure à C, c'était simplement B et H. Je passe maintenant ici. Avant A, qu'y a-t-il? Avant A, il n'y a rien. Avant D, qu'y a-t-il? Avant D, il y a A. Je vois très bien que j'ai répété le A, donc la tâche immédiatement antérieure à F, c'est tout simplement D, parce que j'ai répété le A. Je me place ici. Avant D, qu'y a-t-il? Avant D, il y a A. Avant F, qu'y a-t-il? Avant F, il y a AD. Ce n'est pas la peine de continuer, vous avez compris, j'ai répété le D, donc il ne me restera plus que le F. Et enfin, avant A, qu'y a-t-il? Rien. Avant E, qu'y a-t-il? A. Donc je vois déjà que le A va disparaître. Avant le E, qu'y a-t-il? A. Avant I, qu'y a-t-il? ADE. J'ai déjà mis le A, je rajoute DE. Je continue. Avant A, qu'y a-t-il? Rien. Avant D, qu'y a-t-il? A. Avant E, qu'y a-t-il? A. Et avant A, qu'y a-t-il? Rien. Par conséquent, qu'est-ce que j'ai répété? J'ai répété A, j'ai répété E, que reste-t-il? J'ai répété A, j'ai répété E, que reste-t-il? I tout seul. Vous voyez, I tout seul. Donc la tâche immédiatement antérieure à comment dirais-je, à H, c'est I. Et enfin, avant A, qu'y a-t-il? Rien. Avant D, qu'y a-t-il? A. Avant E, qu'y a-t-il? A. Avant A, qu'y a-t-il? Rien. Est-ce que j'ai répété A? Oui. Est-ce que j'ai répété D? Non. Il me reste quoi? D et E. Donc ça se lit comment? Tâche immédiatement antérieure à A. C'est rien du tout. D'accord? Rien, puisqu'il n'y avait rien. AB, D, AC, BH, AD, A, AE, A, AF, D, AG, F, AH, I, et enfin AI, D et E. Ok, je vous propose maintenant d'effacer ce tableau et de reprendre
ce tableau-là avec les durées et trouver maintenant ce qu'on appelle les niveaux. Remarquez, je peux le faire tout de suite. Je vais essayer de faire les niveaux. Non, je vais le faire après. Donc je vais effacer ce tableau, récupérer les durées, écrire les durées et donc déterminer les niveaux, puis après tracer le graphe. Ok. Très bien, donc je vous propose maintenant, donc j'ai recopié le tableau, donc là j'ai mis les durées, donc voilà, donc nous avons effectivement cette fois-ci directement les tâches immédiatement antérieures. Je vous propose de déterminer donc les niveaux. Alors pour les niveaux, on a dit, on va tracer donc un trait ici, et on va écrire au fur et à mesure, les niveaux, on va les mettre ici. D'accord ? Et on va écrire au fur et à mesure de l'évolution, on va calculer nos niveaux. Alors, première étape, donc les niveaux sont de niveau 0, n'est-ce pas? Sont de niveau 0, toutes les tâches qui n'ont rien avant. Donc le niveau 0, c'est bien sûr, niveau 1, pardon, c'est la tâche A. Vous voyez? Parce qu'avant A, il n'y a rien. Donc maintenant, j'élimine toutes les tâches de niveau. Donc là, je ne vais pas encore effacer ces durées parce que j'en aurai besoin pour après. Donc là, je place directement au niveau 1, ici. Je passe au niveau 1, d'accord? Niveau 1. Alors, j'élimine toutes les tâches de niveau 1 pour trouver les tâches de niveau 2. Donc là, j'élimine les A à chaque fois. Donc là, j'ai quoi? J'ai D, je recopie. Là, j'ai B et H, je recopie. Là, j'élimine A. Là, j'élimine A. Il me reste plus que quoi? Rien avant et rien. Autrement dit, j'élimine A, puisque A est la tâche de niveau 1. Ensuite D, ensuite F, ensuite I, ensuite DE. Donc mon niveau 1, c'est tout simplement D et E. Niveau 1, DE. J'élimine les tâches de niveau 2, pour trouver les tâches de niveau 3. Je dis toujours niveau 1, parce que je peux commencer à 0, ça dépend des moments où je dis niveau 0, niveau 1. Donc là c'est niveau 1, ça c'est niveau 2, et je vais trouver maintenant le niveau 3. Ok? Alors le niveau 3, qu'est-ce qu'on fait? On va éliminer tout ce qui est D et E. Et quand il n'y a rien, je mets un petit trait. Et vous remarquerez que là où il y avait des traits, vous voyez, ici il y avait un trait, je n'ai rien mis. Ici il y a des traits, je ne mets rien. J'élimine D et E. Que reste-t-il? Rien ici. Il reste B et H. Là j'ai des traits, je ne mets rien. J'élimine D et E, il ne reste rien. Il reste F. Il reste I. Et j'élimine D et E, que reste-t-il? Rien. Donc, le niveau 3, ce sont les tâches B, F, I. B, F et I. Niveau 3. On va maintenant calculer peut-être, j'espère, le dernier niveau. Oh, il en reste peut-être encore deux autres. Alors, donc niveau 3, niveau 4. J'élimine BFI. J'élimine BFI. J'élimine BFI, il me reste H. Il me reste rien. Il me reste rien. Donc le niveau 4, c'est tout simplement F. Pardon. Niveau 4, c'est G et H. Puisqu'il n'y a rien ici. G et H. J'élimine bien sûr G et H. Donc là, vous avez compris, le dernier niveau, la tâche de fin, c'est la tâche C. Donc là, j'ai mes niveaux. J'ai le niveau A. Niveau A, c'est niveau 1. Ensuite, D et E. Ensuite, BFI. Et ensuite, G et H. Et enfin, pour finir, C. Donc, ou alors si vous ne les voyez pas, je vais les présenter comme ça. DE, BFI, GH et C. Niveau 1, 2, 3. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Alors maintenant, on va construire notre graphe. Voilà, puis après on va s'arrêter parce que
Je ne sais même pas quelle est la durée de la vidéo. Bon, tant pis, on verra. J'espère que ça va tenir. Alors, donc je vais effacer. Je vais quand même garder les durées parce que j'en ai un petit peu marre d'effacer et de recopier. Alors, en plus aujourd'hui, je me proposais de faire en réalité deux cours. Mais bon, j'y suis depuis, j'ose pas vous dire depuis quelle heure. Ok. Bon. Alors. Encore une fois, si vous avez remarqué, tous ces cours-là sont vraiment organisés pour qu'ils soient utiles. Autrement dit, ce ne sont pas des improvisations, ce ne sont pas des cours qui sont faits comme ça, je dirais, à l'emporte-pièce. Ils ont toujours, bien sûr, un but final, c'est de servir une formation. Alors, quand vous êtes dans un cycle de formation, forcément, tout ce que vous lisez au travers des vidéos que je poste, effectivement, peuvent être intéressants. Donc, vous pouvez construire votre parcours comme ceci. C'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir aider un peu, surtout ceux qui sont un peu loin de chez nous ici, et donc chez eux là-bas. Donc voilà, donc je sais que j'ai pas mal de retours de personnes qui sont soit dans le continent africain, notamment l'Afrique du Nord, donc chez moi là-bas, en Kabylie, on va dire, et certains donc en Afrique, donc en Afrique noire, j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent de Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali. Bon. Voilà, dans tous les cas, je les remercie et je vais quand même essayer de finir mon parcours, et je pense que c'est jamais assez. Si je pouvais faire plus, je ferais plus. Mais je prends beaucoup de mon temps justement pour livrer ce genre de cours. Alors voilà comment je vais construire mon NPM. Regardez, on le fait d'abord de façon sommaire. Sommaire, ça veut dire quoi? Je prends, regardez, je fais comme ça, sommairement, au crayon. Je fais un brouillon. Je commence par le niveau 1, CA. Donc je fais mon petit sommet A, regardez bien. Après je dis, j'ai D et E. Donc D et E, je peux mettre où je veux. D, E, je mets D comme ça, et je mets E comme ça, vous voyez? D, E. Je joins D et E, vous voyez? Oui, je joins D, E. Parce que ça, c'est le niveau 0, niveau 1, niveau 2. Ok, niveau 2. Maintenant, regardez bien. Le niveau 3, c'est BFI. Le niveau 3, c'est BFI. Je regarde B. Avant B, n'est-ce pas? Avant B, il y a D. Donc, D est là. Donc, je pourrais éventuellement mettre mon B ici. Je le fais d'abord. Regardez bien. Je le fais, je vais voir ce que ça donne. Je mets mon B. Et je regarde avant E, comment dirais-je, donc on a dit, c'est le niveau suivant, c'est BFI. Avant F, qu'est-ce qu'il y a? Avant F, il y a D. Et avant I, regardez bien, avant I, il y a D et E. Avant I, il y a D et E. Donc, j'ai intérêt, alors je regarde maintenant comment dirais-je, j'ai placé le B, il faut placer le F. Avant F, il y a D. Donc si je place F ici, regardez bien, si je place F ici, je dis n'importe quoi, hein, je place F ici, et je place I ici, vous voyez? Je dis, avant I, il y a D et E, donc il n'y a pas de problème, voici le E, voici le D. Vous voyez, avant I, il y a D et E. Avant F, regardez bien, avant F, il y a D, il n'y a pas de problème, avant F, il y a D. Et avant B, qu'est-ce qu'il y a? Avant B, il y a D. Voilà, il n'y a pas de croisement, donc mon schéma est relativement clair. Vous avez quoi? A, D, E, B, F, I. B, F, I. D'accord. Je continue. Et je regarde. B, F, I. Niveau suivant, GH. Je regarde la lettre G. Pardon, la tâche G. Avant G, il y a F. Donc il n'y a pas de problème. Mon G, il sera ici. Avant G, il y a F. Ensuite, H. Avant H, il y a I. Avant H, il y a I. Donc là, j'ai mon H. Avant H, il y a I. Et enfin, C. Avant C, il y a B et H. Avant C, regardez bien, avant C, écoutez-moi bien, avant C, il y a B et H. Regardez bien, si je mets C ici, il n'y a pas de problème.
voyez, avant C, il y a B et H. Mais qu'est-ce qui va se passer? Voyez le G qui est là. Je vais croiser. Eh bien, c'est très facile. Pour éviter ce croisement, qu'est-ce que vous faites? Vous déplacez le F, vous le mettez ici. Le G, vous le mettez ici. Vous effacez ce chemin-là, que j'ai transformé plus haut. C'est la même chose. Vous voyez, je respecte les mêmes contraintes. Voilà. Et maintenant, j'ai bien la fin du projet. Vous voyez, fin du projet. Fin du projet. Début du projet A, donc ici, A. Fin du projet. Il ne me reste plus maintenant qu'à faire un graphique un peu plus élaboré. D'accord? Alors, si vous permettez, je vais effacer en gardant en mémoire, ce schéma-là. Donc, on a dit A, après j'ai DE, n'est-ce pas? J'ai DE, après j'ai ici FBI, n'est-ce pas? Pour respecter. Après, j'ai ici à peu près GH, j'ai ici H, et quelque part ici, GC. Voilà. Je vais effacer le schéma et je vais faire un graphique, cette fois-ci complet. Faire un graphique complet. Alors là, c'est le début du projet. Début, 0, 0. Début. Début, 0, 0. Là, je vais placer donc A. Voyez, A. 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 0, 0. A. Ensuite, DE. D, D et E. D et E. Ok. Et là, d'accord, et là je mets la durée de A. La durée de A est de 10. La durée de A est de 10. Ensuite, DE, j'ai FBI. Alors, attention, j'espère que l'on voit F. F. B. Oh, je le fais à peu près, hein, donc vous ne m'en voudrez pas. Je ne sais même pas si j'aurai de la place pour tout faire. B, F, B et I. Alors, je dis, avant F, il n'y a que D. Et là, j'ai dit combien pour... je mettrai les durées après. Avant F, il n'y a que D. Avant B, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que D. Et avant I, qu'est-ce qu'il y a? Avant I, il y a D et E. Alors, je vais le décaler un peu parce que sinon, on ne va pas bien. Avant F, avant I, il y a D. D. Voilà. Avant I, il y a D et E. Voilà. Et donc ici, la durée de D, on a dit que c'est combien? 8. La durée de 8, 8. Et la durée de E, on a dit que c'est 12. Ok. Je finis. Ensuite, GH. GH. G. Excusez-moi d'écraser un peu ça. G et H. Alors avant G, qu'y a-t-il? Avant G, il y a bien F. C'est bon. H. Avant H, qu'est-ce qu'il y a? Il y a I. Le point H est là. Avant H, il y a I. Ok. Et ici, la durée de I, la durée de F. La durée de F, c'est 22. La durée de I, c'est 6. Voilà. La durée de I, c'est 6. Très bien. Ensuite, il y a la tâche C. Avant C, qu'est-ce qu'il y a? Il y a B et H. Donc là, je suis désolé. Oh là, ça va faire juste. Hein. Là, il y a la tâche C. Oh là. La tâche C. Oh là là. Ah là là, je m'en veux. Tâche C. Tâche C, il y a B et H. La durée de B, c'est 14. La durée de B, c'est 14. La durée de H, c'est 18. J'aurais dû faire mon graphique avant. Et vous avez compris, maintenant, nous allons vers la fin du projet. Donc là, c'est la fin du projet. Si vous permettez, je récupère la fin qui est là, je la récupère ici. Je suis désolé, je récupère la fin du projet ici.
Donc ça, c'est fin du projet. Hein, j'ai pas de place. Ça, c'est la fin du projet. La durée de G, c'est combien? 25. Et la durée de C, c'est combien? 14. Allez, on va remplir notre graphique, j'espère ne pas me tromper. 10, 10, 18. Pourquoi 18? 10 plus 10. Là, il faut bien sûr faire soit, ici toujours 18. 18. Ici, j'ai deux choix. Soit 22, soit 18. Le maximum des deux, c'est 22. 18 plus 22, ça fait donc 40. 40. 40 plus... Alors, je verrai après. 18 plus 14, ça fait 32. Attention, c'est 32. Ou bien ici, attention. Ici, c'est 22 plus 6, 28. 28 plus 18. Ça fait 46. 46 ou 32. Je prends forcément 46. Ici, j'ai le choix entre 46 plus la durée de la tâche C qui est de 14. 46 plus 14, ça fait 60. Ou bien 40 plus 25, ça fait 65. Je prends le maximum des deux et c'est bien entendu 65. D'accord? Alors maintenant, on va faire le calcul dans l'autre sens. Regardez bien. Je vais donc faire 65 moins 25, ça fait 40. Bon, je vais continuer à écrire comme ça. 40. 65 moins 14. 65 moins 14, j'espère ne pas me tromper, 51. Ensuite, 51 moins 18. 51 moins 18, peut-être 33. 51 moins 18, 33. 51 moins 14. Alors, 37. Ici, 33 moins 6. 33 moins 6, 27. Ici, j'ai trois choix possibles. 27 moins 8. 37 moins 8. Je n'ai pas fini ici. 40 moins 22. 40 moins 22. 18. J'ai le choix entre 10, ici vous avez compris, 37 moins 8, 27 moins 8. La plus petite valeur, c'est 18 moins 8, c'est-à-dire 10. 27 moins 12, c'est 15. 10 moins 10, 0. 15 moins 10, 5. Le minimum, c'est 0. Donc, le chemin critique, c'est A, D, F, G, A, D, F, G. Le chemin critique, c'est A, D, F, G. Donc, les tâches critiques sont A, D, F et G. Voilà, donc bien sûr après, je ne répète pas le calcul de ce qu'on appelle la marge totale. La marge totale de la tâche I, c'est 27 moins 22, c'est-à-dire 5 jours. La marge totale de la tâche D, c'est forcément 0. La marge libre de la tâche E, c'est 22. Moins 10, moins 12, c'est 0. Vous avez compris qu'en général, la marge libre est toujours strictement inférieure à la marge totale. Ça peut être égal dès lors que c'est une tâche critique. Hein? La marge libre est égale à la marge totale. Si bien sûr la tâche est critique, nous avons toujours 0. Par exemple, ici, comment je calcule la marge libre de D? Regardez bien, il y a 3 valeurs. Vous faites... vous avez compris que c'est forcément 0, puisque 18 moins 10, n'est-ce pas? 18 moins 10 moins 8, 0.
Pareil ici, c'est plus grand, c'est plus grand. Donc la marge libre de D, c'est bien entendu 0. La marge libre de H, c'est 5, 33. Pardon, la marge totale de H, c'est 33 moins 28, c'est-à-dire 5. La marge libre de H, c'est 46 moins 28 moins 18. Voilà, ce fut laborieux. Je ne sais pas ce que ça va donner en visuel. Je voulais faire ça sur mon PC directement parce que je me dis, ce genre de graphique n'est vraiment pas... le tableau n'est pas approprié. Mais j'espère avoir servi la bonne cause. J'espère que cette séquence a été utile. Et n'hésitez pas à, bien sûr, continuer à faire vos commentaires. Effectivement, ça m'encourage un petit peu à continuer. Voilà, merci à vous et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.